Bon bah ça y est, on y est. Ça fait 5 ans que c'était annoncé, attendu. On a eu un deuxième tour, Macron-Le Pen. Il y avait plus de 60 ou 70% des Français qui n'en voulaient pas, mais le système, lui, le voulait, hein. Il y a beaucoup de gens qui, au sort du premier tour, ont été très heureux. Donc dans cette vidéo, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé, et puis surtout, maintenant, avec ce second tour, qu'est-ce qu'on fait? Alors déjà, la première leçon à retenir de ce premier tour, c'est que les partis de gouvernement, ceux qui ont dirigé la France depuis l'avènement de la Ve République, se sont totalement effondrés sur cette élection présidentielle. Et on ne peut pas dire que ce soit volé. Ces partis finissent finalement là où ils devaient, c'est-à-dire dans les poubelles de l'histoire. Mais ce qui est plus important à mon avis à relever, c'est que lors de cette élection, se sont dégagés à travers des votes qui ont été exprimés 3 grands blocs qui composent l'électorat français aujourd'hui. Alors le premier bloc, c'est celui qui est composé par l'électorat de Marine Le Pen, qu'on pourrait résumer en disant que c'est la droite nationale identitaire. Ensuite, vous avez le deuxième bloc qui est regroupé derrière Emmanuel Macron. Et là, on pourrait dire que c'est l'ultralibéralisme bourgeois, conservateur au sens du statu quo. Et puis enfin, il y a le troisième bloc qui est composé d'une gauche sociale et écologique. Et c'est autour de ces 3 grands blocs que désormais la politique française va s'incarner, va s'exprimer autour de 3 leaders, parce que finalement on a moins des partis enracinés, très constitués, que des leaders assez charismatiques, chacun dans leur genre, et c'est derrière ces 3 figures que viennent s'agréger des électorats avec ces 3 idéologies qu'on vient de définir. Et ce qui est assez frappant, c'est que la sociologie de chacun de ces 3 électorats est très différente. Si on prend l'électorat de Marine Le Pen, on a plutôt affaire à des classes populaires, peu diplômées, qui sont plutôt situées géographiquement dans l'est de la France, qui vivent plutôt dans des zones rurales ou les petites et moyennes villes. D'un autre côté, on a l'électorat de Jean-Luc Mélenchon qui lui est plutôt constitué de classes moyennes diplômées, mais plutôt déclassé, c'est-à-dire avec un certain niveau d'éducation, mais un niveau de vie qui est plutôt moyen et plutôt en déclin, et auquel vient s'ajouter ensuite le vote des classes populaires des banlieues, et on l'a vu notamment avec les scores assez importants que Jean-Luc Mélenchon a fait en Seine-Saint-Denis ou dans d'autres banlieues de ce type. Et puis enfin, vous avez l'électorat de Macron qui est clairement identifié, qui est composé d'électeurs vieux, c'est-à-dire qu'en très grande majorité, les plus de 65 ans ont voté pour Emmanuel Macron. Et donc il y a les vieux et les cadres supérieurs. En gros, voilà, c'est l'électorat bourgeois, celui pour qui tout va bien, et donc qui vote pour le statu quo, pour que surtout rien ne change. Alors c'est une stratégie comme une autre, ces gens-là défendent leurs intérêts de classe, mais c'est peut-être la dernière fois qu'ils vont réussir à gagner, même si rien n'est écrit encore, parce qu'il y a le deuxième tour. Mais ce qu'on voit surtout, si on prend du recul et qu'on analyse les différentes élections présidentielles depuis 2007, c'est que le vote contestataire ne cesse de progresser et de manière très forte. Alors quand je vous dis le vote contestataire, c'est les votes qui vont vers les partis qui sont traditionnellement classés aux extrêmes de l'échiquier politique par les médias. On pourrait parler aussi de vote de rupture. Donc si on se penche à droite, on va dire que ça commence à partir de Nicolas Dupont-Aignan, puis ensuite on a Marine Le Pen et Éric Zemmour, et puis si on veut regarder à gauche, on va partir de Jean-Luc Mélenchon pour aller vers Roussel, Poutou et Artaud. Bref, si on additionne l'ensemble des votes qui ont été obtenus par ces partis dits extrêmes à droite et à gauche, on obtient en 2022 plus de 60% des votes. Et c'est une progression qui est considérable et constante dans le temps. Parce que si on prend 2007, on était à 25% de vote contestataire. En 2012, on était passé à 35%. En 2017, on était passé à 48%. Et donc maintenant, on est à plus de 60%. Ça veut dire que tous les 5 ans, le vote contestataire, il progresse entre 10 et 12%. Et maintenant, surtout, vous avez compris que le vote contestataire, il est devenu majoritaire dans le pays. Ça veut dire que si Emmanuel Macron est élu au second tour, ce sera clairement un hold-up parce qu'il sera élu par une minorité des citoyens français.
Et du coup, ce qu'on peut dire, c'est qu'on sent très clairement qu'on est sur une fin de cycle, qu'une crise institutionnelle pourrait se déclencher à tout moment, hein, par exemple parce que le candidat qui serait de toute façon élu au soir du second tour n'obtiendrait pas de majorité à l'Assemblée nationale, ce qui serait un fait totalement inédit sous la Ve République. Donc on voit bien qu'une crise institutionnelle peut surgir et qu'on a une société française qui est extrêmement fracturée entre ces trois blocs, qui ne se parlent plus, qui ne s'écoutent plus, qui ne s'entendent plus, qui ne vivent plus ensemble du tout. Bref, on est assis sur un baril de poudre et ça pourrait exploser à tout moment. Alors j'en viens maintenant à la question que beaucoup de gens se posent, évidemment, c'est pour qui voter au second tour, c'est-à-dire le 24 avril prochain. Je commence avec Emmanuel Macron. Alors je ne vais pas revenir sur son bilan, hein, parce que j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. Je vais mettre le lien évidemment dans la description. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller la voir. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a vu le massacre social qu'il a produit durant son premier quinquennat, et avec lui, le carnage va se poursuivre. C'est une certitude. Surtout dans un contexte où on a une inflation considérable qui frappe la France, mais aussi beaucoup de pays dans le monde. Et il est évident que dans cette situation, il va falloir radicalement changer de politique économique. Et on voit bien qu'Emmanuel Macron, c'est pas du tout, mais alors pas du tout ses intentions. Mais surtout, moi, ce qui me pose un énorme problème, c'est que on voit bien les élites qui ont activé la machine qu'on connaît bien, qui est celle du barrage à l'extrême droite, du front républicain pour sauver la démocratie, et qui sont en train de culpabiliser tout le monde pour qu'on vote Macron et surtout éliminer Le Pen. Bon, c'est un peu facile, hein, parce qu'on a bien compris que ça fait 5 ans que tout a été fait par les médias notamment pour qu'on ait ce deuxième tour Macron contre Le Pen. Donc franchement, ce chantage-là, moi, j'en ai vraiment ras-le-bol. Et puis surtout, il faut regarder le bilan d'Emmanuel Macron en termes de défense des libertés publiques. Enfin, je veux dire, ce gars-là, quand même, on n'a pas oublié que depuis 5 ans, c'est lui qui choisit les journalistes qui l'accréditent. Hein, je pense à ça parce que là, il y a une polémique, parce que Marine Le Pen, elle n'a pas voulu accréditer je ne sais quel journaliste à je ne sais quelle conférence. Hein. Mais alors, les journalistes, ils disent pas un mot sur le fait que depuis 5 ans, Emmanuel Macron, il choisit les journalistes qui l'accompagnent lors de chacun de ses déplacements officiels. Emmanuel Macron, il a décidé d'écarter un certain nombre de journalistes lors de ses conférences de presse. C'est le président de la République. En principe, il ne devrait pas pouvoir faire ça. Et il le fait. Mais là, il n'y a rien à redire. C'est Emmanuel Macron, c'est un grand démocrate, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème d'ailleurs non plus sur le fait qu'a priori, s'il est réélu, Anne-Sophie Lapix perdra le JT de 20h sur France 2, hein. En tout cas c'est une rumeur qui circule dans la presse, parce qu'elle est jugée un peu trop offensive, un peu trop critique du pouvoir en place. Bon, bah excusez-moi, hein, mais bonjour la liberté de la presse. Hein. Après, il n'y a pas que ça. Hein. Emmanuel Macron, bah, c'est quand même lui qui a mis en place le pass vaccinal. C'est quand même lui qui a fait adopter des lois alors sur la liberté d'expression, la loi anti-fake news, la loi contre la haine sur les réseaux sociaux, bref, en fait des lois qui permettent aux plateformes des réseaux sociaux de censurer, hein, tout simplement. Macron, c'est quand même aussi lui qui est politiquement responsable de la mutilation d'innocents lors des manifestations et en particulier des Gilets jaunes, parce que je rappelle quand même qu'il n'a jamais eu une seule parole pour condamner les violences policières qui étaient commises à cette époque. Pire encore, il les avait niées publiquement lors du grand débat, hein. Donc en termes de démocratie, on repassera également. Je pense aussi au fait que Macron a quand même essayé d'instaurer la possibilité pour l'autorité administrative d'interdire préventivement des manifestants d'aller manifester. Alors heureusement le Conseil constitutionnel a censuré, mais enfin l'intention de Macron elle était bien là. Et puis le même a essayé de faire passer le fameux article 24 de la loi sur la sécurité globale, hein, qui visait à interdire les citoyens de pouvoir filmer les policiers. Hein. Le but évidemment on l'avait compris, hein, c'est que si on peut pas filmer les violences policières, il n'y a plus de violences policières. Alors cet article, il a été censuré, là encore, par le Conseil constitutionnel. Enfin, on voit quand même l'intention très claire de Macron, qui n'est pas du tout en faveur du droit de manifester. Ah oui, et au passage, il faut quand même noter que Marine Le Pen, elle l'a voté, l'article 24 de la loi sur la sécurité globale. Hein. Donc pour ceux qui pensent qu'elle serait plus favorable aux manifestations,
à mon avis, il faut pas aller trop vite en besogne. Alors ok, Macron, il a fait la guerre contre les pauvres, il a tué les libertés dans notre pays, il a fracturé la société comme jamais, mais il a changé. Ça y est, c'est un tout nouveau président maintenant qui se présente. Bon, ça, évidemment, hein, c'est l'histoire que tous les présidents sortants qui se représentent essayent de nous vendre. Ils ont compris, ils ont changé, et donc maintenant, il faut les juger sur leurs nouvelles intentions, sur leurs nouveaux projets. Alors ok, hein, on regarde. Et qu'est-ce qu'on voit dans son nouveau projet ? Déjà, en termes de liberté, le type, il prévoit quand même de supprimer les droits civiques des personnes qui s'en prendraient aux personnes dépositaires de l'autorité publique. Bon, ça, très concrètement, ça veut dire que si demain, un manifestant est condamné pour violence contre un policier, et on sait que dans certains cas, pas toujours évidemment, mais dans certains cas, il y a des manifestants qui ont été condamnés alors qu'ils n'avaient commis strictement aucune violence contre les policiers, ça veut dire que ces gens-là, en fait, ils pourront plus voter. Et ils pourront d'ailleurs plus rien faire qui nécessite de disposer de ces droits civiques. C'est quand même énorme ça comme mesure attentatoire à la liberté et à la citoyenneté. Mais, il faut pas s'arrêter à ça. Parce que vous avez vu, hein, depuis le premier tour, Macron nous explique qu'il est ouvert au dialogue, il est ouvert à la discussion, il a entendu le message des électeurs de gauche et donc il est prêt à des aménagements et à des compromis et au dialogue et blablabla et le monde des bisounours et pourquoi on devrait le croire. Pourquoi on devrait le croire ? On n'a aucune raison d'avoir confiance en lui. Le type, c'est un carnage qui produit depuis 5 ans. On a vu ce que c'était. Alors, moi, pour renvoyer la balle dans le camp de l'adversaire, et renvoyer la balle dans le camp des bien-pensants et des moralisateurs qui nous expliquent qu'il faut sauver la démocratie, je dis ok, Macron a changé ? Eh bien, qu'il s'engage de manière claire, précise et ferme, et qu'il nous dise « j'ai entendu, j'ai pris en compte les résultats du premier tour, et par conséquent, je renonce à la réforme des retraites à 65 ans, et il peut le faire, parce que le système est à l'équilibre, selon le Conseil d'orientation des retraites. Donc il n'y a pas de problème, cette réforme, elle n'est pas nécessaire. Je renonce à la condition d'activité pour bénéficier du RSA, et puis enfin, je rétablis l'impôt sur la fortune, parce que les comités d'évaluation ont montré que ça n'avait pas du tout, mais alors pas du tout, servi les investissements dans l'économie réelle. Bon, ces 3 mesures qui sont 3 concessions ridicules qu'on demande à Macron, je peux vous assurer qu'il ne les fera jamais. Et c'est bien parce qu'il ne le fera jamais qu'à titre personnel, je ne voterai jamais pour Emmanuel Macron parce que je ne crois absolument en rien de ce qu'il pourrait promettre, mais surtout parce qu'il ne le fera pas, parce qu'il a tellement d'arrogance, il est tellement sûr de gagner à nouveau et d'être réélu qu'il ne prend même pas la peine d'essayer au moins de convaincre les gens qui ne sont pas ses électeurs du premier tour. Donc puisque Macron se moque de nous, qu'il aille se faire voir. Alors maintenant, j'en viens évidemment à celle qui est diabolisée, Marine Le Pen. Alors la première chose à dire, c'est que franchement, sur le plan économique, on va pas se mentir, oui, c'est un peu mieux qu'Emmanuel Macron. Mais c'est seulement un peu mieux. Je veux dire, au prorata, c'est 5% mieux qu'Emmanuel Macron. C'est-à-dire un chouïa. Je veux dire, c'est rien comparé à tout ce qu'il faudrait faire pour que véritablement la situation économique du pays s'améliore. Et je prends la mesure principale, qui est en fait un peu une déclaration d'intention de Marine Le Pen, qui nous dit qu'elle va faire du patriotisme économique. Bon. En termes très concrets, le patriotisme économique, c'est de faire du protectionnisme économique, c'est-à-dire de pouvoir mettre des taxes aux frontières pour protéger les secteurs de production français vis-à-vis de la concurrence étrangère, qui à bien des égards est déloyale lorsque les salaires sont trop faibles en particulier. Bon. Si vous faites ça, il faut être clair, vous prenez le risque de rentrer dans une logique de rupture avec l'Union européenne et vous prenez le risque notamment de sortir de l'euro. Il est évident que comme Marine Le Pen a mis toutes ces questions sous le tapis pour ne pas effrayer les électeurs parce que il y a une propagande terrible des médias sur la question de l'Union européenne, elle n'aura jamais la légitimité politique pour aller au bout de ses idées, pour aller au bout de ses réformes. Donc sur le plan économique, franchement, j'y crois pas trop. Ok, il y a quelques mesures qui sont mieux qu'Emmanuel Macron, mais franchement, c'est vraiment infinitésimal. Alors il y a un argument en faveur de Marine Le Pen, c'est que là où Emmanuel Macron a un électorat qui est exclusivement composé de bourgeois, et qui par conséquent ne vont jamais manifester, Marine Le Pen, elle a les classes populaires dans son électorat.
Et donc il est évident qu'elle est beaucoup plus amenée à faire des compromis en cas de crise économique, quand il y aura des arbitrages à faire pour conserver son électorat, qu'un Emmanuel Macron qui peut mener une politique exclusivement pour les gens qui sont privilégiés, et il pourra d'ailleurs d'autant plus le faire que comme ce sera son deuxième mandat, ce sera son dernier. Donc je veux dire, pour lui, c'est open bar, hein, il peut faire tapis, puisque de toute façon, il ne pourra pas être réélu derrière. Donc un Emmanuel Macron, c'est très dangereux de ce point de vue-là, alors que Marine Le Pen, on peut penser, à tort ou à raison, mais on peut penser que comme elle a un électorat de classe populaire, elle sera contrainte à faire des arbitrages en faveur de son propre électorat. Mais d'un autre côté, il faut aussi voir que l'électorat de Marine Le Pen, il y a un noyau dur qui est composé des policiers. Donc la question, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe en cas de manifestation. Est-ce que Marine Le Pen prendra le parti des classes populaires, ou est-ce que, au contraire, elle prendra le parti de la police? Et d'ailleurs, du côté des policiers, est-ce que l'élection de Marine Le Pen n'enverrait pas un signal assez fort, au moins dans l'esprit de certains policiers, qui se diraient, bon, maintenant que c'est Marine Le Pen et en d'autres termes, c'est enfin notre chef qui est au pouvoir, bon maintenant on peut se lâcher, on va être protégé par elle, et donc on peut taper dans le tas comme on veut, on sera jamais sanctionné. Et d'ailleurs, cette réflexion, elle se pose avec d'autant plus d'acuité que Marine Le Pen, dans son programme, elle propose quand même de mettre en place ce qu'elle appelle la présomption de légitime défense. Ça veut dire en gros que quand un policier aura commis des violences contre un manifestant, pour essayer de démontrer que cette violence était disproportionnée et donc illégale, ce sera encore plus dur pour la victime de le démontrer parce que la présomption jouera en faveur du policier. Alors déjà que dans la justice actuelle, on a tendance quand même à donner beaucoup plus de poids à la parole du policier qu'à celle d'un simple citoyen, avec cette dimension juridique supplémentaire d'une présomption qui serait en faveur des policiers, le système va devenir vraiment totalement déséquilibré. Et ça, vous avez compris, c'est très très dangereux pour la liberté de manifestation. Et puis je voudrais finir avec une dernière réflexion qui pourrait en partie être un argument en faveur de Marine Le Pen par rapport à Emmanuel Macron. C'est que on a bien vu que quand c'est Macron qui est au pouvoir, on est dans une configuration de parti unique. D'ailleurs, le discours dominant, c'est de nous expliquer qu'en gros, il n'y a qu'un seul parti qui est raisonnable, c'est Macron, et puis que ce soit Marine Le Pen ou Mélenchon, ça c'est des extrêmes, ils sont en dehors de la République, donc on ne peut pas voter pour eux. Alors, le parti unique, c'est quand même le propre des régimes totalitaires. En principe, c'est quand même ce qu'on nous a appris dans nos cours d'histoire et dans nos cours d'éducation citoyenne. Mais bon, passons. Ce qui est certain, c'est qu'avec Emmanuel Macron, vous n'avez quasiment aucun contre-pouvoir. Alors qu'en revanche, avec Marine Le Pen, on peut quand même penser que les médias, en tout cas une bonne partie des médias qui, a priori, nous expliquent qu'ils la combattent depuis des décennies et des décennies, on peut penser que ces gens-là, si Marine Le Pen arrive au pouvoir, évidemment, ils se priveront pas de remplir leur rôle de journaliste, de leur devoir d'information, et qu'ils constitueront un vrai contre-pouvoir à Marine Le Pen. Donc, finalement, quand on nous dit que le fascisme est à nos portes, bon, écoutez, si les médias font leur travail de contre-pouvoir, véritablement, Marine Le Pen, elle sera bien contrainte de respecter le cadre démocratique. On ne peut en avoir aucune certitude, mais vu que ce sont ces gens-là, les médias, qui nous font la leçon, on a envie de leur dire, si Marine Le Pen est élue, vous avez qu'à faire votre travail, et si les médias font effectivement ce travail d'information des citoyens, nul doute que si Marine Le Pen portait une atteinte disproportionnée aux libertés publiques, les citoyens se mobiliseraient. Si Marine Le Pen s'attaquait à des minorités dans la société, je pense évidemment aux musulmans, les citoyens se mobiliseraient pour défendre la valeur de fraternité qui existe dans notre pays. Bref, peut-être qu'une situation avec Marine Le Pen au pouvoir, ce serait une situation où il y aurait beaucoup plus d'équilibre parce qu'il y aurait des véritables contre-pouvoirs. Là où Emmanuel Macron, président, on a bien vu ce que ça donnait, c'est le parti unique, aucun contre-pouvoir, et il peut avancer en mode rouleau compresseur sans que rien ni personne ne puisse lui faire entendre raison. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, mais vous voyez que j'ai essayé d'être nuancé. Alors c'est clair, moi je voterai pas pour Emmanuel Macron. Maintenant, je dirai pas non plus ce que je vais faire, parce que je pense que le vote est secret, et surtout je pense que c'est à chacun, en son âme et conscience, de décider de son vote. Et puis j'ai pas donné de consigne de vote pour le premier tour, donc je le fais pas non plus pour le deuxième. Je trouve ça infantilisant, comme je vous l'ai déjà dit. Chacun est assez grand pour faire ses choix. Maintenant, vous comprenez que si je ne voterai pas Macron,
Je ne pense pas non plus que le vote Marine Le Pen soit la panacée, hein. Je vous ai avancé beaucoup d'arguments qui vont contre ça. Donc je pense que quoi qu'il arrive, on va se retrouver en très très grande difficulté, hein. Je veux dire, le choc économique qui est en train de s'abattre sur le pays va être monumental et il y a des décisions majeures qui devront être prises. Bref, on n'est vraiment pas au bout de nos peines. Ça veut dire qu'il va falloir continuer à lutter, hein. Il va falloir continuer à se battre dans la rue, en manifestation. Mais aussi et surtout, il ne faut pas oublier qu'il va y avoir un troisième tour qui s'appelle les élections législatives et que là, il va falloir très fortement se mobiliser pour essayer, quoi qu'il arrive, d'imposer une cohabitation. Et sur les élections législatives, si vous voulez comprendre la stratégie qu'on peut employer, j'ai fait 2 vidéos sur le sujet auxquelles je vous renvoie parce que vraiment, c'est un moyen dont on peut se saisir et qui peut peut-être nous éviter beaucoup de peine pour les 5 années qui vont arriver. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et puis surtout à vous abonner à la chaîne, hein. En tout cas, merci pour tout le soutien que vous nous témoignez depuis qu'on a lancé Praxis. Vraiment, ça fait chaud au cœur. À bientôt.